Donc nous sommes heureux de vous recevoir dans notre espace de formation virtuelle. Nous vous remercions de votre participation et de nous consacrer 1 heure de votre temps. Nous sommes sûrs que cette formation vous apportera de nombreuses idées à transposer dans cette situation de confinement que nous vivons tous en ce moment. Donc aujourd'hui, vous allez assister pendant 1 heure à la rencontre virtuelle FLE animée par Laurence Schmoll et s'intitulant La gamification au service de l'enseignement, quels principes, quels outils. Pendant la session, vous pourrez donc utiliser la fenêtre de questions-réponses qui s'ouvrira sur votre écran pour nous envoyer toutes vos questions. Nous y répondrons pendant ou en fin de session. Donc je vous remercie et je laisse la parole à Madame Laurence Schmoll. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Euh, je suis assez émue de participer à cette rencontre virtuelle. C'est la première fois pour moi. Donc c'est ma première formation en ligne aussi. Et voilà, je découvre un petit peu comme beaucoup d'entre vous, je pense, ce format de communication et de formation. Voilà, donc je vais commencer par me présenter le temps que le PowerPoint se charge. Là, je vois que ça y est, on a la première page du PowerPoint. Donc, mon parcours, en fait, j'ai enseigné le français langue étrangère pendant plusieurs années. D'abord à l'Alliance française de Strasbourg et en centre socio-culturel, et puis ensuite à l'Institut international d'études françaises de l'Université de Strasbourg. Et je suis désormais enseignante en didactique des langues, toujours à l'Université de Strasbourg. Je fais des recherches, en fait, j'ai un doctorat en sciences du langage et je fais des recherches sur le, euh, les jeux pour l'apprentissage des langues, plus spécifiquement, en fait, la conception de jeux vidéo d'apprentissage pour les langues. Mais je m'intéresse à tout ce qui est jeu, que ce soit des jeux numériques ou non numériques, que ce soit des jeux conçus avec un objectif d'apprentissage ou des jeux de divertissement existants qu'on va utiliser dans un but d'enseignement ou d'apprentissage. Euh, voilà un petit peu pour mon parcours. Donc je vous propose aujourd'hui de vous parler de la gamification au service de l'enseignement. Alors, Séverine disait qu'il y avait déjà des discussions sur le terme gamification ou ludification. J'avoue que j'ai utilisé le terme le plus communément employé, même si effectivement, c'est pas le terme français. Il se trouve que certains chercheurs font une différence entre gamification et ludification, mais la plupart du temps, en fait, l'un est utilisé pour l'autre. Donc j'aurais très bien pu intituler cette présentation la ludification au service de l'enseignement, ça aurait voulu dire la même chose. Euh, alors, l'objectif de cette présentation, ça va être surtout de comprendre en quoi consiste la gamification et de prendre conscience que certaines de nos pratiques relèvent déjà en fait de la gamification. Et ce que je vous propose en fin de séance, c'est d'explorer quelques possibilités et quelques outils pour un emploi en classe de langue ou en ligne, puisque c'est effectivement ce qui nous intéresse actuellement. Voilà, donc on va commencer par une définition, puis on va discuter rapidement des avantages et des inconvénients de la gamification pour s'intéresser de façon un petit peu plus développée aux modalités d'intégration dans la classe et à quelques outils. Ce que je vous propose pour commencer, c'est un petit quiz sur, qui concerne la définition de la gamification. Donc, vous devriez voir s'afficher un quiz à ce sujet. Voilà. Et je vous demande tout simplement, qu'est-ce que la gamification pour vous? Vous avez le choix parmi plusieurs réponses. Il vous suffit de cocher une des cases. Vous n'avez qu'un seul choix. Vous ne pouvez pas choisir plusieurs réponses. Donc, je vous laisse une petite minute pour répondre et on en reparle tout de suite.
Donc voilà, qu'est-ce que la gamification? Est-ce que c'est utiliser des jeux, quels qu'ils soient, en classe? Est-ce que c'est utiliser des jeux numériques ou des jeux vidéo en classe? Donc vous voyez que ce sont des petites nuances de sens. Est-ce que c'est utiliser certains principes de conception des jeux dans un contexte euh, ou dans un but sérieux? Ou est-ce que c'est faire créer des jeux par les apprenants dans un but sérieux? On attend juste encore quelques secondes. Voilà, alors, il y a des tendances qui se dessinent hein, dans les réponses à ce petit sondage. On voit que majoritairement, vous avez choisi la troisième définition. Donc la gamification, c'est utiliser certains principes de conception des jeux dans un contexte et ou dans un but sérieux. Alors, c'est effectivement la définition canonique, on va dire, de la gamification. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, si vous avez choisi les autres réponses, ça n'est pas faux non plus, dans le sens où la gamification englobe les trois autres réponses. Euh, si vous utilisez des jeux en classe, finalement, vous faites de la gamification et que ces jeux soient, on va dire, traditionnels, qu'ils soient de divertissement ou qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient numériques ou que ce soit des jeux vidéo. Tout ça, ça peut aussi être considéré comme de la gamification. On va voir un petit peu ces nuances au cours de la présentation. Et puis, le fait de faire créer des jeux, ben, ça peut être aussi de la gamification. Donc finalement, personne n'a tort, tout le monde a raison. Mais il est vrai que la définition canonique, c'est la troisième. Donc utiliser certains principes de conception des jeux dans un contexte ou dans un but sérieux. Donc, je vous propose de voir la définition communément utilisée dans le monde de la recherche. C'est une définition d'Etterding et Hall et ses collègues. La gamification est l'usage d'éléments de game design dans des contextes non ludiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire game design? Le game design, c'est on peut retourner en fait l'expression, c'est le design des jeux. Donc c'est tout ce qui concerne la conception des jeux. Et donc on va s'intéresser aux principes de conception des jeux. Je vous en ai mis une petite liste. On va revenir sur ces principes-là tout au cours de cette présentation. Ça peut être des principes de coopération, des principes de compétition, de socialisation, etc., etc. Vous avez des principes qui sont plus englobants et puis des principes qui sont plus spécifiques, comme attribuer une récompense. Et ces principes de jeu, en fait, on va les utiliser par contre dans un contexte qui, au départ, n'est pas ludique. Alors, ça peut être un contexte d'enseignement-apprentissage comme ce qui nous intéresse, mais ça peut être dans d'autres contextes aussi, comme dans le commerce. Il y a beaucoup, en fait, la gamification vient du domaine du marketing au départ, dans les musées, etc., etc. Je prends juste un exemple rapide dans les musées, par exemple. Si vous allez visiter un musée avec votre enfant, certains musées proposent un parcours spécifique pour les enfants. J'ai déjà visité un musée, par exemple, malheureusement je ne me rappelle plus du musée, mais je me rappelle des principes de gamification qui ont été utilisés. Les personnes avaient caché dans les différentes œuvres des Playmobil et il y avait un petit parcours pour les enfants qui devaient retrouver les Playmobil qui étaient déguisés selon la thématique de chaque œuvre d'art. Et puis à la fin du parcours, ils avaient une petite récompense. Je vous ai mis justement deux exemples plus spécifiques. Ce sont des exemples qu'on trouve en ligne. Habitica, par exemple, est un logiciel pour vous aider à faire vos to-do list, donc vos listes de choses à faire. Mais pour vous aider à effectivement les faire, le logiciel propose des principes de gamification, c'est-à-dire que en fait, il vous propose des petits défis
chaque jour, avec une attribution de points si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Et en fonction du nombre de points, vous obtenez des récompenses. Vous avez un petit personnage qui va se développer au fur et à mesure. Donc vous développez aussi des compétences à travers l'utilisation de ce logiciel. Des compétences qui restent virtuelles, bien sûr, mais c'est le principe un peu de la carotte. On obtient des récompenses, on obtient de la monnaie virtuelle qu'on peut ensuite utiliser pour donner plus de caractéristiques à son personnage, etc. etc. Un deuxième exemple, c'est le Speed Camera Lottery System. C'est un principe qui a été utilisé zut, je ne me rappelle plus maintenant de la ville, je crois que c'était en Suède ou en Finlande, c'était dans un pays du Nord. Et l'idée, c'était à travers des principes de gamification d'amener les conducteurs à réduire leur vitesse. Donc, il y a un radar qui mesurait la vitesse des voitures. Et un peu plus loin, après ce radar, il y a un panneau d'affichage que vous voyez sur la photo avec une loterie. Et en fait, toutes les personnes qui ont dépassé la limite de vitesse reçoivent une amende qu'ils doivent évidemment payer. Et cette amende est reversée dans une loterie gigantesque. Et vous pouvez être tiré au sort, si vous avez été un bon conducteur, et obtenir l'argent de l'amende de toutes les personnes qui n'ont pas respecté les limites de vitesse. Donc vous voyez que on joue un petit peu sur le principe du hasard et en même temps du challenge. Je vous ai mis voilà, la structure minimale de la gamification, en fait, sur quoi ça repose de façon basique, c'est il faut trois aspects. Il faut un objectif, qui est un objectif normalement ludique, un challenge et une récompense. Ça, c'est vraiment la structure de base, on va dire, de la gamification. Un exemple, une application que vous connaissez pratiquement tous, je pense, qui s'appelle Kahoot, qui est donc un quiz en ligne où on va inviter les élèves à répondre via leur smartphone et les résultats s'affichent à l'écran et ça permet de classer les élèves en fonction de la vitesse à laquelle ils ont répondu et aussi évidemment en fonction de s'ils ont répondu correctement ou non. Donc on retrouve l'objectif qui est répondre à des questions, le challenge qui est à la fois de répondre correctement mais aussi le plus rapidement possible, et puis la récompense qui est d'être le premier sur le podium. Vous voyez, ça c'est vraiment la structure minimale de la gamification. Au niveau des principes de gamification qui sont utilisés dans cette application, on a le principe de compétition. Donc on va mettre les apprenants en compétition. On a la pression du temps, les feedbacks positifs du type bravo, t'es un champion, etc., etc., qui vont motiver les personnes à essayer de participer davantage, encore plus vite, etc., etc. Et puis, on a le classement qui est la récompense finale. Alors, ça, ce sont des principes relativement basiques et classiques. On va souvent retrouver ces principes-là dans la gamification, mais on a plein d'autres principes sur lesquels on peut s'appuyer. Je vous ai mis quelques exemples ici, avec un petit code couleur. Vous avez par exemple en vert les principes qui reposent plutôt sur la narration. Par exemple, inviter les apprenants à découvrir quelque chose en explorant. Alors ça peut être explorer un univers, explorer l'environnement, explorer un texte, on peut explorer différentes choses. Donc, développer la curiosité,
On peut créer un récit aussi, une quête. Par exemple, pour la quête, on va donner un but qui est clairement défini à atteindre au cours de la séance ou au cours de l'activité. Mais pour y arriver, il faut passer par des étapes intermédiaires qui vont participer à la réussite de la quête. Vous avez aussi le principe du choix et des conséquences pour montrer, enfin, donc proposer une activité où les apprenants vont avoir différents choix et en fonction de ces choix, ils vont pouvoir observer les conséquences positives ou négatives de leur choix. Vous avez énormément de principes qui reposent sur la narration, pardon, le récit, euh, et qui reposent donc sur la curiosité des apprenants, l'esprit d'observation, de découverte, le tâtonnement aussi, voilà, à travers de préférence un fil narratif. En rouge, vous avez des principes qui sont plutôt les principes de socialisation, enfin, qui sont plus liés à la socialisation. Par exemple, partager le savoir, vous avez certaines personnes qui aiment se trouver dans la position de celui qui sait, par exemple de l'enseignant, pourquoi pas. Et donc, pourquoi pas, on va créer des rôles euh, que peuvent prendre en charge certains apprenants, des rôles de référents, des rôles d'assistants, etc., etc. Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on peut déjà faire en classe. Simplement, tous ces principes-là sont regroupés sous le terme de gamification. Vous avez également le principe de coopération, l'idée de réfléchir à plusieurs en apportant ses propres compétences pour arriver à la réussite de l'activité. On peut aussi amener dans ces principes-là à collectionner certaines choses, à échanger certaines choses. Alors ça peut être collectionner ou échanger des mots de vocabulaire, ça peut être collectionner ou échanger des objets qu'on aurait collectés au cours d'une activité, etc., etc. Et on va retrouver aussi dans ces principes de socialisation, on va dire, la compétition, par exemple. Autre catégorie de principes, les principes plutôt liés à la création et au pouvoir de décision. C'est ce que vous avez en ocre, en orange ocre, avec par exemple la personnalisation. Donc laisser la possibilité aux apprenants d'imaginer des personnages, soit un personnage complètement différent de lui et qu'il va incarner, soit un personnage qui le représente, et l'amener à le faire évoluer aussi, pourquoi pas, le faire évoluer physiquement, le faire évoluer dans ses caractéristiques et dans ses compétences. Autre exemple, là plus au niveau de la décision, le fait d'organiser des moments de vote, ça peut être aussi considéré comme un principe de gamification. Donc montrer aux apprenants qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent faire entendre et qu'ils peuvent faire des choix et que ces choix sont parfois aussi difficiles à prendre. Et on retrouve aussi du coup l'idée de choix et de conséquences, c'est-à-dire que quand on a pris une décision, ça peut avoir des conséquences aussi. Dans ces principes-là, on peut, donc de création et de prise de décision, on peut aussi amener les apprenants à créer leur propre matériel, leur propre support, ou même leur propre contenu d'apprentissage. Un dernier principe qui peut être utilisé et qu'on utilise très souvent, même sans s'en rendre compte, c'est le hasard, tout simplement, les principes aléatoires. Donc laisser la place au hasard peut créer de l'engagement. On peut, par exemple, gagner quelque chose sans faire d'effort pour changer, mais on peut aussi être confronté à un obstacle. Voilà, il y a différents aspects. Alors là, ça reste très général parce qu'on parle vraiment juste des principes, mais vous allez voir que ça peut s'incarner dans différents types d'outils qu'on peut utiliser en classe ou en ligne. Ce que je vous propose, c'est un deuxième petit sondage avant de parler des avantages et des inconvénients de la gamification, parce que vous avez vu que
les éléments que je vous ai montrés renvoyaient plutôt à des principes numériques, on va dire. Donc la question que je vous pose là, quand le sondage sera affiché à l'écran, c'est la gamification est-elle uniquement numérique? Alors, voilà. La gamification est-elle uniquement numérique? Donc, réponse simple, oui, non. Là aussi, vous pouvez sélectionner la réponse. On dirait que la grande majorité pense que la gamification n'est pas que numérique. Alors, effectivement, hein, c'est le cas. Vous allez voir là que les outils que je vais vous présenter sont principalement numériques parce que c'est ce qui est le plus mis à disposition. On a beaucoup d'applications toutes faites qui sont très intéressantes à utiliser. Et donc, je vais vous présenter surtout des outils de gamification numérique. Et puis, surtout dans le contexte actuel, ça peut être intéressant à utiliser quand on enseigne à distance. Mais la gamification n'est pas seulement numérique. On utilise des principes de gamification tous les jours en classe. Par exemple, quand on donne un petit challenge à nos élèves, quand on compte des points, quand on vote, etc. Vous l'avez bien vu déjà quand je vous ai présenté certains principes. Ok. Alors, je vais vous parler pendant quelques minutes des avantages de l'application. En fait, je pense que je suis allée un petit peu vite en besogne parce que j'avais ce premier quiz, je voulais le mettre avant et j'avais un autre quiz à vous poser avant de parler des avantages. Donc en fait, on va faire un dernier quiz. Enfin, c'est pas un quiz d'ailleurs, c'est plus un sondage ouvert. Donc voilà, on va le faire maintenant. La question c'est dans quel but pourrait-on souhaiter gamifier son enseignement? Et ça rejoint justement la question des avantages. Donc, pourquoi pourrait-on souhaiter gamifier son enseignement? Vous pouvez répondre dans le petit espace qui se trouve juste en dessous de la question, où il y a marqué «Tapez votre réponse ici». Je vous laisse quelques minutes, ça me laissera le temps aussi de consulter vos réponses. Il y a juste clairement sur la question de la motivation, motiver, dynamiser. Amuser. Donc, on retrouve des donc, encourager, justifier. Mais on voit effectivement que les mots-clés ont tous la même idée. Je vous remercie pour vos réponses qui sont très intéressantes. L'idée, effectivement, de la gamification, c'est avant tout, bien sûr, de motiver davantage les apprenants. Donc, on va revenir au PowerPoint. Alors, dans les avantages, hein, c'est clairement l'avantage le plus important, c'est la motivation. On espère pouvoir impliquer davantage ces apprenants, les motiver. Alors pourquoi? Notamment parce que on se rapproche des pratiques informelles des apprenants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait tout simplement que on introduit dans la classe des types d'activités, des supports, des outils ou même des documents que les apprenants utilisent plutôt dans leur moment de loisir et qu'ils fréquentent en fait plutôt en dehors de la classe. Et, euh, et
le fait, du coup, de se rapprocher de ces pratiques informelles des apprenants, ça nous permet d'espérer plus d'implication dans l'activité, parce que, justement, bon, bah, ça se rapproche de leurs habitudes, parce que c'est plus ludique. Et c'est clairement ce qui s'est dessiné dans vos réponses, c'est la question de la motivation. Alors, il y a d'autres avantages qu'on peut voir dans l'emploi de la gamification. Par exemple, le fait de mettre l'apprenant, le joueur apprenant, en action à travers des activités ludiques dans lesquelles il va se sentir plus engagé. Du coup, il va être aussi davantage en action. On peut prévoir, effectivement, on peut concevoir des activités où les apprenants vont être amenés à réfléchir de façon ludique, à observer de façon ludique. Donc, ça peut être une action, on va dire, un peu cognitive, ou aussi en action physiquement. On peut se déplacer dans la classe, peut-être même en dehors de la classe. Ça peut être aussi sortir de l'espace de la classe dans le sens où il y a une partie des choses qu'on va faire qui vont se faire à la maison ou en dehors des cours pour maintenir le lien avec l'apprentissage. Et c'est ce qui se passe actuellement. Comment faire pour garder le lien, pour garder nos apprenants impliqués? La gamification, ça peut être une des solutions. Ça permet aussi un emploi en contexte de la langue parce que très souvent, les activités ludiques ou les activités gamifiées vont proposer un contexte. Donc, on va immerger nos apprenants dans un contexte particulier. Qui va les pousser à prendre la parole, à interagir, parfois à aller se renseigner ailleurs. Et parce qu'ils sont plus engagés, ou en tout cas c'est ce qu'on espère, ils vont du coup aussi s'exprimer davantage. Et dans une atmosphère qui est joyeuse et collaborative. Donc, forcément, là aussi, on espère plus d'engagement de ce point de vue-là. Donc, tous ces aspects-là rejoignent ce que vous avez dit sur la question de la motivation et de l'engagement. Avantages, on peut voir quand même aussi un peu le revers de la médaille. Donc, j'ai essayé de trouver des limites qui répondent en fait aux avantages et dont il faut avoir conscience, bien sûr, quand on utilise ces principes-là. Le premier, c'est que tout le monde n'est pas forcément joueur. Et donc, on ne peut pas partir du prérequis que parce qu'on propose une activité ludique, celle-ci va plaire à tout le monde. Alors, en plus, c'est pas parce que nous, on l'appelle ludique que nos apprenants vont considérer qu'elle est ludique. Ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément joueur et donc vous n'allez pas forcément parler à tous vos apprenants. Ça, c'est un premier risque. Le deuxième risque, qui est plus lié à l'engagement qu'on espère, c'est que une fois que l'effet de nouveauté est passé, si on se repose toujours sur les mêmes principes et si on utilise toujours en fait les mêmes outils, on risque d'avoir des apprenants qui vont se lasser. Et on va plutôt avoir, surtout si on utilise des applications, une impression de gadget. C'est un peu ce qui arrive souvent avec Kahoot au bout de quelques temps. Si on n'utilise que Kahoot, par exemple, au bout d'un moment, nos apprenants ne vont plus forcément voir l'intérêt d'utiliser cet outil-là spécifiquement. Donc, il faut prendre garde à varier aussi les outils et les principes qu'on veut utiliser. On peut se poser aussi la question du gain en termes d'appropriation. Alors, il y a quelques études qui sont faites à ce sujet, mais il n'y a pas véritablement de preuve que la gamification ou l'utilisation des jeux en classe permettent une meilleure mémorisation que d'autres activités. Donc il ne faut pas s'imaginer effectivement que utiliser des jeux ou des principes de gamification vont permettre à vos apprenants de plus apprendre ou de mieux s'approprier certaines choses. Par contre, on peut espérer que, à travers la motivation qu'ils éprouvent et à travers l'engagement et l'implication qu'ils mettent en œuvre, du coup,
ils s'approprient davantage les éléments que vous travaillez avec eux. Mais on n'a pas vraiment de preuves. Alors, qui plus est, en fait, ce qui est intéressant avec la gamification, c'est que c'est en général générateur d'émotions. On va rire ensemble, on va avoir un esprit de coopération, on va donc avoir une atmosphère plus agréable dans la classe, mais il y a aussi des émotions négatives comme le stress provoqué par certains principes de gamification, un jeu comme Kahoot, une fois de plus, un outil comme Kahoot, qui se repose sur le levier de la vitesse, euh, fait que parfois on a des apprenants qui vont en fait répondre le plus rapidement possible, peu importe la réponse. Donc ils ne vont pas s'intéresser en fait à la bonne réponse, ils vont s'intéresser à répondre le plus rapidement possible pour être le premier sur le podium. Et ça peut marcher. Donc le stress, l'angoisse, voilà, ça peut générer du stress, de l'angoisse, de la timidité en fonction des types de principes qu'on utilise, les types d'outils. De la peur. Hein. Par exemple, si vous utilisez des outils créatifs et qu'on n'a pas vraiment confiance en ses capacités créatives, on peut du coup se sentir angoissé de montrer le résultat aux autres, etc. Et bien sûr, un risque de la gamification. Alors pour moi, c'est un risque limité, c'est celui de la dispersion dans la classe. Euh, la gamification, utiliser les jeux, ça fait du bruit en général. Alors pour moi, c'est pas un problème, mais ça peut gêner certaines personnes. Et donc, il faut réussir aussi à cadrer ces activités pour, à minima, que ça ne gêne pas, par exemple, les collègues dans la classe d'à côté ou ce genre de choses-là. Alors, quelle modalité d'intégration dans la classe? On a deux façons d'envisager la gamification. Je vais vous présenter rapidement la première, mais on va surtout s'intéresser à la seconde. La première façon d'envisager la gamification, c'est de l'envisager comme un élément structurel fondamental de votre séance. Et c'est un peu le principe originel de la gamification. Ça veut dire que tout votre dispositif d'enseignement-apprentissage est pensé de façon gamifiée du début à la fin, ce qui implique de complètement repenser ces séances et ces séquences, mais aussi certains aspects pédagogiques auxquels on peut tenir personnellement et auxquels on est aussi soumis parfois par l'institution ou par les programmes, notamment en ce qui concerne les modalités d'évaluation. Donc ça nécessite beaucoup de travail en amont, de réflexion, d'organisation et bien sûr d'obtenir l'aval de la hiérarchie. Donc on ne va pas trop s'attarder sur ces aspects-là parce que, comme je vous dis, ça prend beaucoup de temps à préparer, mais je vais vous donner quand même quelques exemples pour illustrer ce principe-là. Donc, par exemple, le fait de créer un système économique interne à votre classe, en remplaçant par exemple les objectifs à atteindre par des défis à atteindre, les activités par des challenges, mettre en place un système de récompense avec par exemple la collection de badges ou d'objets et en fonction de ce qu'on collecte, par exemple avoir accès à des activités bonus qui sont plus ludiques. On peut avoir aussi un système de classement, donc être un peu dans la compétition, ou encore même présenter une forme de scénarisation ludique avec des changements de niveau pour chacun de vos apprenants en fonction de leur progression. Alors, ça veut dire par exemple que plutôt que d'attribuer des notes, on va par exemple donner des points d'expérience pour montrer la progression dans différents types de compétences. Donc vous voyez que avec ce type de système-là, on n'est plus dans la notation traditionnelle, mais dans un système de récompense où on collecte des choses.
Un autre exemple, c'est par exemple de proposer des jeux en réalité alternée. Alors qu'est-ce que c'est le jeu en réalité alternée? C'est le fait de proposer un jeu sur différents supports et à différents endroits et différents moments du jeu, durant le jeu. Par exemple, vous pouvez envoyer à vos apprenants une lettre de la part d'un personnage qui va lui demander de l'aide. Et dans cette lettre, le personnage donne une adresse mail et vos apprenants vont pouvoir communiquer avec ce personnage. Alors évidemment, c'est vous qui vous cachez derrière cette adresse mail, qui va donner différents indices pour pouvoir aider les apprenants à résoudre le problème du personnage. Et donc vous voyez que, en fait, l'activité peut commencer en classe avec la remise de la lettre, mais les mails peuvent être écrits en dehors des cours, par exemple. La lettre peut être aussi tout simplement envoyée par mail. Ça peut être, là, dans le contexte actuel, on peut tout faire en ligne. Et on peut inviter les apprenants, du coup, à consulter certains sites ressources ou certains sites internet pour chercher des informations et aider ce personnage à résoudre des problèmes. C'est un peu le même principe que l'enquête ou la chasse au trésor étant plutôt dans le monde physique, cette fois, où on va amener les apprenants à se déplacer, par exemple, euh, dans l'institution dans laquelle on enseigne ou dans la ville, en fonction des autorisations qu'on peut obtenir, à la recherche de, de différentes informations ou de différents objets. Un autre principe qui est plus classique et qu'on utilise déjà en classe, c'est le projet en équipe, mais cette fois en mode compétitif. Donc, c'est plus classique comme approche. Ça permet d'entrer dans une approche actionnelle, de donner des tâches à nos apprenants. Et ça peut être un projet qui court tout au long de la séquence, mais avec cette coloration compétitive en attribuant des points aux différentes équipes en fonction du degré de réussite de certaines étapes, de certaines étapes. On peut faire un tableau des scores, on peut promettre une récompense, etc., etc. Mais vous voyez que tout cela, ça vous engage. Par exemple, si vous proposez une récompense, il faut bien penser à quel type de récompense vous voulez donner. Euh, Ça peut évidemment pas être une récompense pécuniaire. Ça peut, voilà. Alors, quel type de récompense donner? Ça peut être un gâteau fait par l'enseignant ou ce genre de choses. Euh, la deuxième façon d'envisager la gamification, et c'est celle que je vous présenter de façon un petit peu plus détaillée, c'est la gamification ponctuelle et qu'on a plus tendance à utiliser en classe parce que c'est plus simple, tout simplement, à mettre en œuvre. Cette gamification ponctuelle, elle peut prendre des formats très différents et se placer à différents moments de la séance. Donc déjà, quand on peut la faire, on peut gamifier simplement le début de séance pour déclencher la séance ou pour déclencher une activité. En général, c'est très souvent thématique à ce moment-là. C'est surtout pour réchauffer les apprenants, les impliquer dans l'activité ou pour créer une émulation, provoquer des émotions ou des réactions. On peut aussi utiliser la gamification pour entraîner ou pour réviser un point linguistique. C'est plus classique, c'est ce qu'on appelle aussi la ruse pédagogique. On déguise une activité d'entraînement lexical ou grammatical en jeu, par exemple. On peut aussi utiliser la gamification pour introduire ou illustrer un point culturel. Du coup, là, on est dans une activité plutôt de découverte qui va impliquer l'apprenant plutôt dans une observation euh, ou l'inviter à faire preuve de curiosité, d'attention, à mettre en comparaison, par exemple, sa culture, sa propre culture et la culture cible. Et on peut aussi utiliser la gamification pour mener à une production ou à une interaction, que celle-ci soit orale ou écrite. Donc en général, c'est plutôt une activité qu'on fait en fin de séance ou alors une activité continue, c'est-à-dire qu'on fait au fur et à mesure qu'on avance dans la séquence. Donc c'est en général une production ou un jeu
On peut proposer une activité ou un jeu qui mène à une réflexion et qui va initier une discussion, un débat, qui peut mener à la rédaction d'un texte qui peut être narratif, hein, qui peut être descriptif, qui peut être argumentatif, etc., etc. Alors, dans tous les cas, quand on utilise des principes de gamification ou des jeux en classe de langue, ce qui est important, c'est le débriefing, parce qu'il y a des études qui montrent que juste le fait d'inviter nos apprenants à jouer n'est pas suffisant, parce que c'est pas forcément là que se fait l'appropriation. L'appropriation va plutôt se faire au moment du débriefing avec l'enseignant, et c'est là, du coup, en tant qu'enseignant, qu'on joue le rôle le plus important. Avant, on est plutôt chef d'orchestre ou maître du jeu. Mais au moment du débriefing, on reprend la main et on va pouvoir attirer l'attention de nos apprenants sur des points qui ont émergé au moment de l'activité. Ce débriefing peut se fait très souvent à l'oral. Ça peut être aussi une activité de réflexion à l'écrit, pourquoi pas, ou en petit groupe, etc. La grande question, c'est comment utiliser cette gamification ponctuelle, avec quel type d'outils. Alors, on peut employer des petits jeux, des petits quiz, etc., etc. Je vais vous présenter un certain nombre d'outils, justement, dans la dernière partie de cette présentation. Alors, au niveau des outils, vous avez les classiques. Ce que j'appelle les classiques parce que c'est ceux qu'on connaît très souvent et qui reposent aussi sur des principes de gamification que j'appelle classiques aussi. Alors, par exemple, euh, vous avez le fait d'utiliser des outils qui vont permettre de jouer sur le principe du hasard avec l'exemple de la roue de la fortune. Vous trouvez des applications en ligne, vous tapez roue de la fortune, là par exemple, je suis allée sur un site Will Decide, et vous pouvez créer votre roue de la fortune. Vous pouvez par exemple mettre le nom de chacun de vos apprenants, ou si vous avez des groupes, le nom de chaque groupe. Vous pouvez aussi mettre des questions que vous posez. Vous faites tourner la roue et au hasard, on va tomber sur la question qui va être posée. Ou au hasard, on va tomber sur la personne qu'on va interroger. Autre outil qu'on a déjà évoqué et qu'on évoque souvent, ce sont les outils qui reposent plutôt sur le principe de compétition, donc les fameux quiz en ligne, je ne reviens pas trop dessus. Un autre outil qui repose cette fois-ci plutôt sur le principe de la vitesse, la pression du temps, ce sont les minuteurs. Donc, tous ces outils-là, on peut les utiliser. Là, par exemple, je suis allée sur un site qui propose des minuteurs un petit peu rigolos avec des escargots. Vous choisissez votre minutage et vous avez des escargots qui avancent et c'est une course d'escargots, par exemple, ou une bombe qui explose, etc. Ça, ce sont les classiques. Euh, euh, D'autres types d'outils qui reposent sur les principes de gamification, ce sont les outils collaboratifs. Là aussi, certains sont connus. Vous avez par exemple les nuages de mots collaboratifs qu'on peut utiliser. Alors bien sûr, on peut faire des nuages de mots en classe au tableau, ça fonctionne très bien. On peut aussi utiliser des nuages de mots en ligne. Et par exemple, actuellement, comme beaucoup d'entre vous devez enseigner à distance, vous avez des nuages de mots qu'on peut créer ensemble en direct. Donc vous posez une question et tous vos apprenants qui sont connectés en même temps vont répondre et on va voir progressivement le nuage de mots se former. Ça, c'est une possibilité qui existe. Donc là, le site que je donne comme exemple, c'est Answer Garden. Autre possibilité, autre outil, c'est l'ardoise, tout simplement, pour faire participer les apprenants, les faire participer, les amener à partager le savoir. Vous avez
l'ardoise classique, chaque apprenant a son ardoise. Vous avez aussi des ardoises numériques. Là, l'exemple que je vous mets ne peut pas se partager, malheureusement, mais voilà, ça existe aussi en ligne. Disons que le petit plus de cette ardoise numérique, c'est qu'il y a un petit aspect rigolo. On peut faire vibrer ce qu'on a dessiné, et donc ça donne un petit effet d'animation à ce qu'on a dessiné. Autre outil, les mind maps collaboratives qu'on peut utiliser. Alors, on peut les faire en classe sur papier, on peut les faire ensemble au tableau, on peut aussi les faire en ligne. Et donc là, c'est intéressant quand on enseigne à distance, parce que en fait, vous pouvez inviter vos apprenants à créer des équipes et à produire ensemble une mind map. Là, je vous ai donné par exemple l'exemple de Google. Je trouve le plus intéressant, ce sont les outils créatifs. Je vous ai mis quelques exemples ici. Par exemple, on peut inviter les apprenants à créer des histoires. Donc, on est dans la production écrite, mais une production écrite qui devient plus ludique parce que il y a l'image qui entre en compte. Je vous ai mis un exemple pour les enfants avec Friends Trip, où c'est un outil qui propose aux enfants de se mettre en scène. Donc, vous allez faire des photos avec les enfants selon des positions qui sont proposées dans un modèle de bande dessinée. Et du coup, les enfants vont se retrouver dans la bande dessinée, en fait. Donc, c'est un outil assez sympa pour aider les apprenants et les enfants, surtout ici, à prendre des décisions, discuter, écrire, éventuellement écrire leur histoire, etc. Plus pour les adultes, mais ça marche aussi avec les enfants. Vous avez par exemple les fameuses petites bandes dessinées des birds. Donc ces petits oiseaux, donc on peut créer ses propres petites bandes dessinées où on fait parler un, deux ou trois oiseaux. Et donc là, on peut faire une production écrite rapide euh, avec un niveau A1 ou A2, voire B1, sans problème, avec ce petit outil-là. Autre exemple, vous apprenant à créer leurs personnages. Alors, bien sûr, on peut les faire dessiner, mais vous avez aussi des outils en ligne comme la création d'avatars. Ici, c'est avatargratuit.com. Hein, j'ai essayé de prendre que des outils gratuitement. Où vous pouvez inviter vos apprenants à choisir leur avatar. Donc, on peut travailler sur la description physique à travers ça. Et faire une production écrite pour leur faire décrire leur personnage, et pourquoi pas le mettre en scène dans une histoire ou dans un journal de bord. Vous avez également des applications qui permettent à vos apprenants de faire bouger, donc d'animer les avatars et même de les faire parler. Donc on enregistre sa voix et on fait parler son avatar. Mais j'en ai pas trouvé de gratuite ou de simple à utiliser, donc je voulais pas vous donner d'exemple ici. Autre exemple encore, Autographe, qui est un outil proposé par le site d'Arte, où on peut inviter ses apprenants en fait à décrire un film à l'écrit et sélectionner certains mots qui vont être remplacés par un élément visuel dans l'outil. Et en plus, cette production écrite va être locutée. Donc c'est assez intéressant à utiliser. Donc vous voyez qu'au niveau des outils créatifs, on peut entrer facilement dans une production orale ou dans une production écrite. Je vais aller un petit peu plus rapidement parce que je vois qu'il est déjà 17h49. Il y a bien sûr les jeux pédagogisés, les jeux pédagogiques qu'on peut utiliser en classe. C'est quelque chose qu'on utilise déjà souvent. Je vous ai juste mis rapidement quelques exemples. Le fait d'utiliser des jeux de divertissement en classe comme Qui est-ce
pour la description physique, ou de créer ses propres jeux, comme ici par exemple le classique jeu de loi. Je vous propose un site, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Learning Apps, qui est très utile pour créer ce type de petits jeux d'entraînement pour entraîner du vocabulaire ou un point grammatical ou encore des éléments culturels. Donc Learning Apps est très bien parce que vous pouvez créer différents types de jeux, des pendus, des mots croisés, des jeux du millionnaire, différentes choses qui sont intéressantes et l'outil est très accessible, très facile à utiliser. Euh, il y a aussi des jeux vidéo qui sont conçus spécifiquement dans un but d'apprentissage ou d'enseignement. Je vous ai mis ici quelques exemples. Un exemple, par exemple, ouais, qui s'appelle Romanica, qui est un jeu de vitesse et un jeu de puzzle pour travailler sur le vocabulaire dans différentes langues romanes. Donc vous avez le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, principalement, il me semble. Et c'est tout simplement un jeu où vous avez des mots de vocabulaire qui descendent et qu'il faut classer en fonction du type de langue ou en fonction du sens. Donc ce sont des jeux que vous pouvez proposer à vos apprenants si vous vous intéressez à l'intercompréhension en langue romane, par exemple, et au plurilinguisme. Vous avez des petits jeux d'entraînement tout faits, comme par exemple le jeu de loi.fr qui permet d'entraîner différents points grammaticaux ou lexicaux et qui est très pratique. Ou alors des jeux un petit peu plus complexes comme des jeux de rôle, des jeux d'aventure, mais qui cette fois sont payants. Je vous ai mis l'exemple des Éonautes, mais qui en plus n'est plus disponible à la vente, mais j'ai pas trouvé d'autres exemples aussi complets, où vous incarnez un personnage dans un univers et vous devez résoudre un certain nombre d'enquêtes. Premier point, et je vais m'arrêter là après. Le serious gaming, c'est le fait d'utiliser des jeux vidéo de divertissement dans un but sérieux, donc dans un but d'apprentissage. Ça, c'est plus complexe à utiliser. Euh, je vais passer cette diapo parce qu'on n'a plus trop le temps pour vous parler du site de collègues qui vous propose des séances toutes faites d'utilisation de jeux vidéo. Donc, si vous vous intéressez à l'utilisation des jeux vidéo en classe, je vous invite à aller voir ce site, le site d'Alexis Hasler, qui s'appelle flejeuxvideo.wordpress.com, où vous allez trouver plein d'exemples d'utilisation de jeux vidéo. Je voulais vous montrer aujourd'hui le, le jeu Où est chat, qui est tout simple à utiliser. Ce que je vous propose très rapidement, vous voyez, vous avez un jeu. Alors, j'ai enlevé, il y a une petite musique de fond, hein, j'ai enlevé la musique. Tout simplement, il suffit pour le joueur de trouver où se cache le chat. On va circuler dans l'image, on va cliquer. Vous voyez que là, on peut vraiment travailler sur le vocabulaire de la maison et puis les prépositions de lieu. Le chat se trouve sous le lit, il se trouve, je ne sais pas, lavabo. Euh, on peut proposer à nos apprenants de jouer individuellement, mais ici, ce n'est pas vraiment l'intérêt, puisque l'objectif, c'est de faire parler les apprenants. Et donc, on peut leur proposer, par exemple, on peut afficher le jeu sur l'écran, donc en vidéoprojection, sur le tableau blanc, par exemple, et faire des équipes. Et par exemple, la première équipe qui trouve le chat, en disant où il se trouve, a gagné à chaque fois. Et donc, on fait un tableau des scores, etc. Voilà, c'était un exemple tout simple à utiliser. Installation à faire, il faut juste avoir Flash, mais le site propose une installation si vous ne l'avez pas, plus que ça. Et donc, le site de mon collègue vous propose de séances toutes faites avec les objectifs, les étapes, le déroulé de la séance. Donc, je vous invite à aller voir ces éléments-là. C'est là pour aujourd'hui. Il reste quelques minutes pour questions.
Et réactiver ta webcam, Laurent. Donc, je vous... Et je sais pas pourquoi on a parfois un peu de mal à t'entendre. Il y a le micro qui... Ouais, si tu veux bien le rapprocher peut-être de ta bouche ou bouger un petit peu moins. Voilà. Donc ma bouche. on t'a mis quelques questions, Oui. d'accord, qui nous sont parvenues par les participants. Oui. Si tu veux bien les lire et les sélectionner, Mhm. ou si tu veux que je t'aide et je les lise comme tu souhaites. Ouais. Non, c'est bon, je vais les lire. Donc, première question. Donc, c'est comment doser dédié à la gamification en classe? Alors, justement, il n'y a pas forcément euh, comment dire, de, de loi par rapport à ça. On peut, c'est ce que je vous présentais dans les. Il y a deux possibilités. On peut tout à fait complètement gamifier son enseignement, mais ça demande quand même beaucoup plus de travail, ou on peut ponctuellement le faire. Alors, vous pouvez choisir, par exemple, de proposer une activité de temps à autre, même pas forcément à chaque séance, et ce sera le temps que dure cette activité, tout simplement. Euh, je dirais que ça peut être intéressant de faire une petite activité de gamification régulièrement, pas forcément à chaque séance, et pas forcément toujours au même moment. Euh, alors, donc il y a une question aussi, c'est comment gamifier avec des adultes en évitant l'effet gadget. Comment gamifier avec des adultes en évitant l'effet gadget? Ça va être là plutôt une question de positionnement. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où on utilise des jeux en classe de langue, vous avez certains adultes qui peuvent considérer que on va les prendre pour des gamins. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Et très souvent, euh, à partir du moment où ils se prennent au jeu, on rencontre plus vraiment de problèmes avec ces apprenants. Donc, je pense que éviter l'effet gadget, c'est bien choisir ses outils avant tout. Euh, et surtout, insister sur le débriefing. Si on prend un outil tout simple comme Kahoot, qui est beaucoup utilisé, si vous faites juste le quiz et que vous ne reprenez pas chaque question, enfin, que vous ne discutez pas de chaque question à la fin, effectivement, on peut se demander quel est l'intérêt. Donc l'intérêt de Kahoot, c'est on pose la question, il y a le principe de gamification parce qu'il faut répondre rapidement et puis il y a une compétition, mais après la question, on en discute. Et là, du coup, on revient au caractère sérieux. Euh, il y a une question aussi sur les applications. Est-ce qu'elles sont toutes non payantes? Ça dépend des applications. Là, j'ai essayé de vous proposer des applications qui étaient toutes non payantes, mais parfois jusqu'à une certaine limite. Par exemple, pour Google, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais vous ne pouvez travailler que avec 3 personnes. Si vous voulez travailler avec plus de personnes, par exemple, il faut payer. Donc voilà, ça dépend des applications. Et puis, bien sûr, il existe plein d'outils qui sont payants. Euh, une question sur les zéonotes. Donc, effectivement, les zéonotes n'existent plus, hein, c'est ce que je disais dans la présentation. Donc c'était juste pour vous donner un exemple, mais il faut que je trouve d'autres serious games de ce type, parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Pour autographe, là, je suis étonnée par contre, parce que je l'ai utilisé encore récemment et ça marchait. Donc, j'avoue que là, il faut que je vérifie. Autre question. Est-ce qu'il y a une bibliographie ou une cytographie? Alors, là, j'en ai pas prévu dans le PowerPoint, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Mais par contre, il va y avoir un article. Je vais rédiger un article et je vous mettrai une bibliographie, une cytographie à ce moment-là. Séverine, tu voulais ajouter quelque chose sur Justement, ce j'allais sujet? dire voilà qu'on a reçu énormément de questions et que malheureusement on ne pouvait pas prendre le temps de répondre à toutes les questions qu'on a reçues, mais qu'il y allait y avoir un prolongement de réflexion et d'informations de ta part, justement dans un article on va sans doute publier au mois de juin sur notre site. Voilà.
Oui, oui, vas-y. Oui, oui, oui. Une dernière question, si on a une minute. Ouais. Parce que donc il y a une question sur la question de la compétition, hein. Dans les cours de didactique, on nous apprend qu'il ne faut pas favoriser la compétition, mais plutôt la collaboration. Dès lors, est-ce que c'est dangereux de trop utiliser la compétition en classe? Alors, effectivement, c'est pour ça que j'ai plutôt insisté sur les outils collaboratifs plutôt que sur les outils compétitifs. Mais rien n'empêche une saine compétition, en fait. Et donc, tout dépend de votre public, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que si vous voyez que vos apprenants arrivent à entrer dans une compétition saine où ça va pas se finir en dispute, etc., il n'y a aucun problème à utiliser des petits outils compétitifs comme Kahoot, par exemple, qui repose sur le principe de la compétition, en fait, puisqu'on a quand même un gagnant à la fin. Euh, et je trouve en plus dans le cas de Kahoot que le gagnant, c'est pas toujours juste celui qui gagne, parce que c'est plutôt celui qui a répondu le plus rapidement qui gagne. Donc c'est pour ça qu'il y a cette question du revers de la médaille, hein. Il y a des avantages, mais il y a aussi parfois des risques. Et donc si la compétition ne fonctionne pas avec votre public, évidemment, il vaut mieux Ok, ne pas écoute, l'utiliser. pari tenu, il est 18 heures, tu as commencé la rencontre virtuelle à 17 heures. Ben, merci beaucoup et ben, je crois que tu as relevé avec succès ce premier défi de formation en ligne. On a reçu vraiment beaucoup de questions, beaucoup de commentaires très positifs sur ton intervention. Donc je voulais juste ben, voilà, te remercier de nouveau, vous rappeler parce qu'on a eu beaucoup de commentaires pour justement retrouver les liens, retrouver la vidéo, retrouver le PowerPoint. Donc voilà, on va mettre l'enregistrement de la vidéo sur notre chaîne YouTube. On le fait exceptionnellement dans le cadre voilà du confinement. Beaucoup de rencontres virtuelles sont mises dernièrement sur notre chaîne YouTube. Sachez qu'on mettra l'enregistrement et le PowerPoint. Là, le PowerPoint, il faudra attendre que ce soit sur notre espace virtuel, d'accord, notre plateforme d'enseignement avec de nombreuses ressources qui peuvent être utilisées dans des cours en ligne. Ça, il faudra attendre un petit peu plus. Mais on essaiera de faire ça aussi la semaine prochaine. Sachez que donc vous allez recevoir dans 1 heure un email de la part des éditions Maison des Langues contenant donc votre certificat d'inscription à cette rencontre virtuelle, le lien vers le questionnaire vous permettant d'obtenir vos 3 mois d'accès gratuit à l'espace virtuel pour bénéficier de toutes les ressources, donc non seulement de tous nos manuels en version numérique, mais aussi de toutes les ressources dans toutes les sections. Et je vous anime surtout à aller voir dans la section formation notre section sur les fiches TIS, puisqu'il y a beaucoup d'outils, enfin beaucoup, certains outils, Quizzes, Kahoot, d'autres systèmes permettant de créer des avatars que nous on a aussi préparés dans notre section outils TIS. Vous allez trouver des fiches qui vont vous expliquer quel est l'outil, les avantages de l'outil. Vous avez un exemple de création de l'outil, vous avez un exemple de production d'un élève en utilisant cet outil-là, et vous avez en plus des idées aussi d'utilisation dans la classe. Par exemple, le fait de se créer un avatar, le professeur peut se créer un avatar pour donner les devoirs à faire à ses élèves. Il peut demander à ses élèves de faire des productions orales sur différents thèmes qui peuvent aller de je me présente en 60 secondes à je présente un livre en 60 secondes à j'exprime une opinion sur un thème d'actualité en 60 secondes. Donc ça permet vraiment une très grande versatilité au niveau des productions orales. Donc voilà, pour vous donner un exemple, hein, dans notre section formation Outitis, je pense que ça fait très bien écho à ce que tu as présenté aujourd'hui, Laurence. Sachez donc dans cet email, certificat d'inscription, lien vers le formulaire pour vos 3 mois d'accès gratuit en compte premium à l'espace virtuel, un petit questionnaire de satisfaction hein, qui nous aide aussi à améliorer ces rencontres virtuelles que nous animons depuis 2014, mais que voilà, nous cherchons à améliorer toujours plus. Donc il y aura l'article au mois de juin qui fera écho aussi à cette intervention. Et puis voilà. Hein, je vous invite à profiter de ce long week-end parce que donner des cours en ligne et formations
en ligne et tout faire en ligne, c'est parfois épuisant. Donc voilà, profitez du long week-end de ce 1er mai, un peu spécial cette année. Et puis voilà, sachez qu'au mois de mai, nous avons plusieurs rendez-vous déjà de programmés. Deux qui vont traiter de l'enseignement à distance avec les enfants. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on avait été assez gênés. Enfin, on avait traité l'enseignement à distance pour tous les publics, plutôt adolescents, adultes. Là, on va vous préparer 2 sessions spécifiques pour les enfants. On va avoir une rencontre virtuelle sur les émotions et le confinement, avec des exercices justement pour maintenir la motivation des élèves à distance, pour combattre le stress. Bon, ça va être voilà, hein, un travail sur les émotions et quelques techniques de méditation, de mindfulness pour vous aider en tant que professeur et pour aider vos élèves qui vivent parfois des situations aussi compliquées chez eux dans cette situation un peu totalement inattendu. Et on aura aussi une intervention sur l'hétérogénéité des élèves qui sera animée par Isabelle Delnoz, qui nous avait déjà animé une rencontre virtuelle sur l'utilisation du texte littéraire pour les niveaux B2 le mois dernier. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Courage à tous et puis on est très heureux d'être en contact avec vous régulièrement avec ces formations en ligne et puis de nouveau merci à Laurence de s'être prêtée à ce jeu pour la première fois avec nous. À bientôt.